Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Michel Severino. Je dirige Investisseurs et Partenaires, un fonds d'Impact Investment qui est consacré aux PME africaines, mais je suis ici en qualité de président du conseil d'administration de Convergence 2015 qui nous rassemble aujourd'hui, et le terme de rassemblement, nous le verrons à différents sens. Nous commençons cette session plénière alors que la salle se remplit. Vous avez pu remarquer qu'il y a un gros bouchon à l'entrée, mais compte tenu des contraintes de temps du reste du forum et notamment de nos panélistes de la première session, nous devons entamer sans plus tarder nos discussions et nos travaux. D'abord, je voudrais vraiment saluer tous les participants qui vont animer et créer et faire cette réunion, adresser des remerciements très vifs et très chaleureux à tous ceux qui ont contribué à rendre ce forum possible, les institutions partenaires, au moins 2 sont représentées autour de ce premier panel, l'équipe professionnelle, le conseil d'administration, les nombreux bénévoles qui nous ont entourés dans l'année qui, depuis le quatrième dernière session, nous a permis d'arriver à ce jour. Alors ça a été une longue tâche, beaucoup de travail, parce que Convergence prend une ampleur chaque année plus grande. Aujourd'hui, pour ces 3 jours, ce seront 3500 personnes qui se répartiront dans les 2 grandes étapes de notre conférence, 2900 qui sont inscrites sur les 2 premières journées professionnelles que nous inaugurons aujourd'hui, et 1200 à la 3e journée qui se tiendra, selon notre tradition, à l'Hôtel de Ville. 1500 personnes ce soir, le 19, à la soirée « Les médias peuvent-ils changer le monde ?» et 1300 demain pour la soirée de la jeunesse intitulée « Youth We Can ». Aucune allusion ne sera à relever. Mais Convergence, c'est aussi 300 intervenants qui vont se répartir sur ces 3 journées, des experts, des intellectuels et des universitaires internationaux, des acteurs clés de la solidarité nationale et internationale, de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, de la microfinance, de nombreux acteurs des ONG, de la société civile, de nombreuses entreprises privées, des institutions publiques, du gouvernement, de l'administration, plusieurs ministres viendront à notre forum, et des médias, en tout plus de 150 institutions partenaires qui nous accompagneront et nous aideront à réfléchir pendant ces 3 journées. Alors comme vous le savez déjà, ces 3 journées sont rythmées en 2 temps. Les 2 premières ici sont des journées que nous qualifions de professionnelles dans ce palais Brognard avec plus d'une 50aine de tables rondes, de conférences et ateliers pour répondre aux problématiques de ceux qui agissent, et je vais y revenir, dans le sens de la construction du ce qu'on pourrait appeler le bien commun international de l'intérêt général. C'est aussi un espace de networking et salon professionnel que vous avez traversé, en tout cas pour certains d'entre vous, en haut, avec plus d'une centaine de stands, et qui est destiné à faciliter des rencontres et des contacts entre tous les acteurs de ces journées. La deuxième partie sera la grande journée, la journée des grands débats dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, en partenariat avec Le Monde, avec des intervenants tout aussi prestigieux et engagés que ceux qui nous accompagnent lors de cette première table ronde. Durant ces journées, nous remettrons les prix Convergence 2015, la 3e journée. Ils ont couronné l'année dernière des initiatives formidables qui continuent à vivre et à être exemplaires. Le mystère règne encore sur le choix des jurys, mais je ne doute pas que leur sagesse nous conduira à des choix aussi heureux. Pendant cette 5e session de Convergence, nous lancerons également le 2e baromètre de l'entrepreneuriat social, qui sera présenté aux participants et à la presse, et de nombreuses autres publications de Convergence 2015, notamment le 3e baromètre de la microfinance, le baromètre de la solidarité internationale. Ces publications témoignent de la vie désormais qu'a Convergence entre 2 des sessions du forum, avec de nombreux groupes de travail que je veux aussi saluer. Ils couvrent des thèmes extrêmement différents. Ils sont un lieu d'animation et d'échange entre des acteurs engagés. Mais alors engagés dans quoi ?
Et sans prolonger excessivement ces quelques mots de présentation, je voudrais brièvement revenir sur le sens et ce qui nous rassemble aujourd'hui. Convergence, ce n'est pas un mouvement idéologique et sa mission est dans son titre. Convergence 2015, c'est une entreprise sociale destinée à casser les barrières entre tous ceux qui œuvrent au profit des objectifs du millénaire et dans la vocation de réduire et d'éliminer la pauvreté et la misère dans le monde. Alors c'est une façon de briser les barrières entre ceux qui travaillent au nord, dans les pays industrialisés, et au sud, puisque nous rassemblons ici des acteurs aussi bien de la lutte contre la pauvreté dans les pays riches que dans les pays pauvres. C'est une façon de briser aussi la barrière entre les différentes catégories d'acteurs. Nous vivons un monde extraordinairement cloisonné. Ici, à Convergence, nous rassemblons les entreprises privées, les acteurs de l'administration et de la politique, les organisations syndicales et professionnelles, les acteurs de l'économie sociale et les ONG et les mouvements associatifs, les mouvements militants. Donc nous rassemblons ici à la fois militants, acteurs de marché, acteurs publics, dans le souci, encore une fois, c'est le titre, c'est la mission même du salon, de converger dans ce qui est une cause commune, chacun avec ses instruments, ses vocations, ses valeurs différentes, mais encore une fois, une mission, une cause qui nous mettons en avant de nous. Nous, fatalement, dans ce salon, dans ce forum, nous mettons en avant l'économie sociale et l'économie solidaire. C'est cet entre-deux, entre l'action publique et l'action privée, qui a parfois du mal à trouver sa place, sa visibilité, et de ce fait, même si nous reconnaissons bien entendu la légitimité, nous souhaitons l'adhésion, le dialogue avec autant les acteurs publics que les acteurs privés, bien entendu, ce forum est un espace particulier pour le business social, l'économie sociale. Alors, dans cette entreprise de désenclavement, nous avons, depuis l'année dernière, commencé à lancer des appels. Celui de l'année dernière, le premier appel de Paris était relatif à celui de la microfinance, était relatif à la microfinance responsable. Nous allons, et Frédéric en parlera tout à l'heure, le prolonger avec un grand succès qu'a connu cet appel depuis un an dans un appel global qui fera l'objet de débats durant ce forum et sur lequel nous reviendrons notamment dans la session de clôture. Nous allons lancer aussi un nouvel appel. 2012, c'est le lancement du grand débat final sur le successeur des OMD. Les objectifs millénaires pour le développement connaissent un terme en 2015. Leur renouvellement a déjà fait l'objet de nombreux débats, avec le panel de haut niveau rassemblé par le secrétaire général des Nations Unies et présidé par le Premier ministre anglais et les deux présidents libériens et indonésiens. Ce débat franchit désormais une étape officielle qui va être prolongée très rapidement par la constitution du panel intergouvernemental issu de la conférence de Rio et destiné à formaliser les objectifs du développement durable. À Convergence, nous voulons participer à l'élaboration du débat, à l'élaboration de la doctrine, à la formulation de ces objectifs. Les OMD sont une affaire trop importante pour n'être laissée qu'aux experts du développement. Leur fabrication doit être l'objet de l'engagement de l'ensemble de la société civile et nous proposerons donc cette année un appel au principe de construction universelle, participative, inclusive de ces OMD et je laisserai Frédéric Roussel le présenter tout à l'heure. Nous avons donc, pour lancer notre réunion, un panel prestigieux ce matin, auquel je vais donner maintenant d'emblée la parole, en les remerciant vivement de s'être joints à nous presque à potron miné, d'avoir accepté le débarrage tardif en raison de la queue, de l'encombrement de l'entrée. Nous sommes un peu victimes du succès de cette conférence. Et avant de céder la parole à Alain Juppé qui démarrera ce panel, je voudrais également accueillir Christophe Cailloujos, qui est le directeur général du Palais Brognard, où nous sommes ici.
Merci Jean-Michel Severino. Je ne prendrai que 2 minutes. Quelques mots pour vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir, heureux et fiers. Le président de Convergence 2015 l'a dit, il a employé un mot très important pour nous, qui est la notion de sens. Convergence 2015 a du sens pour chacun d'entre nous, parce que les thèmes dont on va parler nous touchent personnellement, en tant qu'être humain, au-delà de nos fonctions. Mais Convergence 2015 a du sens pour le Palais Brongniart en tant que tel. Je m'explique. Convergence 2015 va aborder, va traiter, va essayer d'apporter des solutions innovantes pour faire reculer les frontières de la pauvreté. Et cette notion d'innovation au Palais Brongniart, c'est une notion importante. Elle est dans l'ADN de ce bâtiment. Je vous ramène quelques années avant, 1830, l'ouverture de ce palais. C'est la bourse. Les gens qui viennent ici viennent investir dans la révolution industrielle de leur pays. Ils ont envie de contribuer au développement économique de leur pays. Nous sommes bien loin de la spéculation financière. Ils viennent ici pour investir sur des innovations. C'est l'avènement de l'acier, du chemin de fer. Donc, solution innovante dans un lieu qui a pour ADN l'innovation, ça a du sens pour nous. Deuxième idée, ce Palais Brongniart, dans sa réalité d'aujourd'hui et dans son futur, c'est également une réflexion intéressante autour d'un partenariat public-privé. Et on a parlé de ponts et de relations entre le public et le privé. Ce bâtiment extraordinaire appartient à la ville de Paris. Et les élus de la ville nous ont confié, nous, le groupe GL Events, la gestion de ce bâtiment pour les 30 prochaines années. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous avons ensemble, entreprises privées, GL Events, ville de Paris, un projet commun, une ambition commune. Nous souhaitons faire de cet endroit un creuset des nouvelles formes entrepreneuriales. Un endroit où l'on peut parler, comme aujourd'hui, de nouvelles formes d'économie et d'économie sociale et solidaire. Convergence 2015 au Palais Brongniart a toute sa place. Pour terminer, je dirais que ce bâtiment que nos équipes aiment, nous souhaitons le mettre à votre disposition, que vous vous sentiez bien à l'intérieur, que cette architecture qui est à la fois puissante et équilibrée nous permette de trouver de nouvelles solutions, de la créativité et contribue avec humilité au succès de ce rendez-vous. Merci. Merci, Monsieur Cailloujos, de votre accueil. Nos panélistes peuvent parler de leur place, s'ils le souhaitent, ou venir au pupitre. Malheureusement, compte tenu du temps qui est contraint, je serai obligé de leur signaler la fin du temps qui leur est alloué, et je les remercie d'avance de leur indulgence. C'est pour cela que je ne prendrai pas plus de temps pour ne pas introduire quelqu'un que chacun connaît ici, Monsieur Alain Juppé, que nous accueillons à la fois comme étant le maire de Bordeaux, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, un homme qui est actif sur les terrains des politiques publiques, de la solidarité internationale comme de la solidarité nationale, et dont l'expérience va profondément nous inspirer aujourd'hui. Monsieur Juppé, si vous voulez bien. Mesdames et messieurs, je voudrais, pour commencer, saluer le travail de Convergence et de son président Michel Severino dans le combat qui est le leur, qui est le vôtre, ce combat contre la pauvreté, pour la mise en œuvre, si j'ai bien compris, la refonte des objectifs du millénaire pour le développement. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l'invitation que vous m'avez lancée. Dans le déroulé de la manifestation que vous m'avez adressée, j'ai vu que je devais traiter du sujet suivant: rôle et responsabilité des pouvoirs publics dans la lutte contre la pauvreté et la solidarité dans un monde en crise, en 8 minutes. Et vous venez de me rappeler que ce temps de parole serait respecté, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors j'ai fait un choix qui, comme tous les choix, est évidemment critiquable. J'ai choisi de cibler mon propos s'agissant de la pauvreté, puisque c'est le sujet, et de la solidarité, de le cibler sur la pauvreté chez nous,
en France. Et s'agissant des pouvoirs publics, de parler des pouvoirs publics de proximité, des pouvoirs publics locaux, plus précisément de la ville. Et j'ai choisi au hasard une ville qui est celle de Bordeaux. Dans la mandature qui est en cours actuellement depuis 2008, j'ai organisé mon action autour de trois grands piliers, si je puis dire. Un projet urbain, parce que la ville est en construction. Un agenda 21, parce que le développement durable est aujourd'hui une exigence absolue. Et ce que j'ai appelé le projet social. Pourquoi un projet social à Bordeaux ? Il y a quelques années, en 2009, nous avons procédé à une analyse des besoins sociaux dans la ville. Et le résultat de cette analyse a provoqué chez nous un véritable choc, qui a été relayé d'ailleurs dans la presse nationale. Le diagnostic était tout à fait clair. Un quart de la population bordelaise vit sous le seuil de pauvreté, tel qu'il est défini chez nous, c'est-à-dire 50% du revenu médian. 55 000 personnes dans une ville d'un peu plus de 200 000 habitants. Certes, ce seuil de pauvreté, tel que nous l'apprécions chez nous, tourne autour de 800 € par mois. On est loin du dollar par personne et par mois, mais tout est relatif, bien sûr, dans l'appréciation de la pauvreté. Depuis, d'autres études nous ont permis de relativiser un peu cette situation. La plus récente date de 2012 et nous met à 18%, c'est-à-dire à peu près dans la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants, l'écart étant très fort, puisqu'il va de 7% à Neuilly à 46%, je crois, à Roubaix. Et nous nous sommes donc dit qu'il fallait prendre ce problème à bras-le-corps, d'où le projet social dont je voudrais vous dire un mot. Nous nous sommes fixés dans ce projet une double ambition qui correspond parfaitement avec les thématiques que vous m'avez demandé d'aborder ce matin. Première ambition, faire reculer la pauvreté. Et deuxième ambition, faire progresser la fraternité, renforcer le lien social, faire en sorte que la citoyenneté soit réellement vécue par l'ensemble de nos concitoyens. La méthode que nous avons adoptée pour élaborer ce projet social, c'est, comme nous aimons à le dire, la coproduction. C'est-à-dire que ce n'est pas la ville, les élus ou les services administratifs qui ont conçu ce projet social. Nous avons voulu associer l'ensemble des partenaires concernés à sa fabrication, avant même sa mise en œuvre et son suivi. Et l'ensemble des partenaires concernés, ce sont évidemment les pouvoirs publics, l'État, qui est en charge de la solidarité nationale, le département et le conseil général, qui, vous le savez, sont la collectivité en première ligne dans le domaine de l'action sociale, la caisse d'allocation familiale, qui joue un rôle très important avec les fonds dont elle dispose, et bien sûr les collectivités de proximité que sont la communauté urbaine et la ville elle-même. Mais aussi, et ils ont joué un rôle tout à fait déterminant, les associations, le tissu associatif qui est extraordinairement varié et développé, et les habitants eux-mêmes. Et nous avons donc mis en place tout un processus de coproduction qui se fonde d'abord sur des ateliers du développement social qui ont identifié, pour un travail d'assez longue haleine, les priorités. Ensuite, un conseil du développement social qui assure le suivi de ce projet. Et enfin, un forum social qui se tient tous les ans et qui, lui, vise à mobiliser l'opinion publique en communiquant sur les actions en cours. Ces actions, elles sont extrêmement concrètes, parfois même très ponctuelles, mais toutes branchées sur la proximité et sur la vie quotidienne des habitants. Elles sont nombreuses, il y en a une centaine, organisées autour d'un certain nombre de thèmes, et je voudrais citer quelques-uns des exemples de ces actions pour bien concrétiser ce travail. Je le fais sans doute dans le désordre, mais cela vous montrera la diversité du travail que nous essayons d'accomplir. Premier exemple, nous avons organisé auprès des résidentes d'un foyer maternel une opération que nous avons appelée autoportrait, des photos. Quel objectif ? Donner à ces femmes une autre image de soi, plus positive et plus valorisante, en participant à un geste de nature culturelle et artistique, en se mettant ainsi en scène elles-mêmes dans cette série d'autoportraits, et le résultat a été assez stupéfiant. Deuxième exemple, qui n'est pas très imaginatif, celui-là, on retrouve ça partout. Il y a aujourd'hui dans nos villes une espèce d'appétit pour les jardins partagés. Non pas simplement pour faire pousser des tomates ou des radis, mais parce que c'est un lien social dans un quartier
qui est tout à fait irremplaçable, quel que soit d'ailleurs le milieu social. J'ai vu ça dans des quartiers de Bordeaux extrêmement populaires et dans d'autres qui le sont moins. Troisième exemple de cette action très concrète, nous avons développé des programmes d'auto-réhabilitation de logements auprès de publics en difficulté, de foyers très modestes, avec le soutien d'une organisation très performante qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs d'Aquitaine. Et dans un foyer, il s'agit de mettre à la disposition des habitants des matériaux de construction, de leur donner aussi un savoir-faire pour qu'ils puissent eux-mêmes réhabiliter un logement qui le mérite. Cela aussi a donné des résultats tout à fait probants. Autre exemple, dans un champ tout à fait différent, nous avons un conseil de la diversité à Bordeaux, où nous essayons de faire vivre ensemble les différentes communautés qui constituent la ville. Je dis souvent que Bordeaux n'est pas uniquement peuplé, contrairement à sa réputation, de riches viticulteurs. C'est une ville qui a un tissu social extrêmement diversifié. Et pour concrétiser cela, nous avons créé un comité bordelais de lutte contre les discriminations qui fait le lien entre le terrain, si je puis dire, et la halde, ou ce qui était la halde il y a encore quelques mois, et qui donc est au service de toutes les personnes en situation de discrimination, quelle que soit la forme de ces discriminations. Exemple suivant, les personnes en errance à Bordeaux sont nombreuses, hélas, et sans domicile fixe. Nous essayons de les accueillir la nuit, mais le problème se pose dans la journée. Qu'est-ce qu'on fait du sac à dos qu'on a sur soi alors qu'on a été expulsé au petit matin du centre d'hébergement? Et donc nous avons installé une bagagerie qui est un lieu où on peut déposer son sac à dos, non sans problème, parce que pour faire accepter dans un quartier l'idée qu'on ouvre un local destiné à des publics en difficulté, il faut beaucoup de patience. J'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. Exemple suivant, et peut-être plus complexe. Déjà. C'était déjà 8 minutes, bon, très bien. Alors j'avais un autre exemple qui était celui de la MOUS, la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, qui traite la question des squats de Rome. Nous n'avons pas à Bordeaux décidé d'évacuer les squats sans essayer de traiter au cas par cas la situation de chacune des personnes qui s'y trouvent, et cela a donné des résultats satisfaisants. Donc j'abrège ma liste. Pour tout cela, nous mobilisons des fonds publics, des fonds privés, une caisse locale de développement social qui est un organisme de microcrédit qui fonctionne à Bordeaux depuis des années et qui a donné de bons résultats. Il est un peu tôt pour dresser un bilan de toute cette action, simplement un double constat qui montre la complexité de ce genre d'action. D'un côté, une résistance au changement certaine, je l'évoquais à propos de la bagagerie. La première réaction, c'est de dire non, on n'en veut pas, et puis ça s'arrange. Et de notre côté, une capacité de mobilisation, une générosité tout à fait extraordinaire avec un bénévolat très actif. Voilà un peu ce que nous avons essayé de faire pour essayer de lutter contre la pauvreté chez nous. Il va de soi qu'une ville de Bordeaux, qui a des relations internationales très développées, se projette aussi sur l'extérieur. Elle n'est pas complètement auto-centrée. Et nous avons donc une coopération décentralisée, extrêmement active. J'ai vu tout à l'heure le maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, avec qui nous travaillons, mais nous avons aussi une coopération active avec des villes comme Bamako ou avec Casablanca, avec 3 objectifs. L'échange d'expériences. Casa est en train de faire un tramway et s'est appuyé sur l'excellence réussie à Bordeaux. La formation de cadres, nous avons beaucoup développé cette action à Bamako, notamment quand ce pays aujourd'hui en proie à une véritable guerre civile développait sa décentralisation, ou bien encore évidemment l'aide matérielle. Et il y a donc, je crois, une espèce de convergence, et si vous me permettez de conclure, entre l'action que nous faisons pour lutter contre la pauvreté chez nous et la solidarité que nous essayons d'exprimer avec les pays africains. Bordeaux ayant avec eux, vous le savez, un lien particulier. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et je peux témoigner, comme le ferait sans doute Dov Zera, de nos fonctions anciennes, ses fonctions actuelles à l'Agence française de développement, que la ville de Bordeaux, sous votre direction, est effectivement particulièrement active dans le domaine de la solidarité internationale, que le temps imparti n'a pas permis d'évoquer ici. Vous-même et M. Rocard avez des engagements ce matin, donc je vous prie de vous sentir libre de nous quitter, hélas à regret pour nous, mais d'une manière que nous comprenons bien. Et je vais passer donc maintenant la parole à Michel Rocard, une fois de sa chaise ou d'ici comme il le convient. Lui aussi, en tant qu'ancien Premier ministre, vous me permettrez de le dire en tant que
créateur d'un fonds d'investissement Afrique Initiative, qui est un peu le précurseur de l'activité dont je m'occupe aujourd'hui, mais aussi en tant qu'un des impulseurs de l'économie sociale en France, et aujourd'hui, pourrait-on dire, l'homme d'épaule. Donc une personne particulièrement adaptée pour nous parler également des défis de la lutte contre de la pauvreté et dans ce contexte de crise internationale et nationale que nous vivons. Michel, à vous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je me sens honoré d'être votre invité, mais j'ai des raisons multiples de me trouver en plus très content d'être là. Je commencerai par saluer mon vieil ami et complice Jean-Michel Severino, que je félicite d'exercer les fonctions de président de Convergence. Cela étant, vous me mettez dans un drame impossible. Et mon sujet à moi, c'est... Quelle nouvelle voie pour un monde durable? Mon temps, c'est 8 minutes. La contradiction est absolue, il y a même une certaine absurdité là. Et je ne sais pas... Et puis, à la différence d'Alain Juppé à l'instant, je n'ai pas le refuge du local. Pour vous dire tranquille, je fais plein de choses, ce serait vrai aussi d'ailleurs, mais moi je suis interrogé sur le global, et le global il fait problème. Puisque l'entrée dans notre sujet... Dans cette session consacrée à la poursuite des objectifs du millénaire, c'est que les objectifs du millénaire se présentent très mal. L'entrée dans le sujet, c'est aussi le constat que si, au total, en pourcentage, grâce au développement hallucinant de la Chine et de l'Inde, le pourcentage de la pauvreté dans le monde diminue quelque peu, son nombre absolu ne diminue pas, et que nous sommes en panne sur bien des sujets. Alors, il y a d'abord un plaisir à saluer une rencontre des intervenants étranges par rapport au système, des intervenants un peu extérieurs. Je vais d'ailleurs vous faire un aveu, puisque Jean-Michel Severino a évoqué ça, lorsque, en 1981-82, le ministre du Plan que j'étais, c'est-à-dire avec une fonction complètement étrangère à notre sujet, a eu l'idée de convier coopératives, mutuelles et associations à se regrouper, a fait avaler l'idée que le don d'économie sociale pourrait rassembler tout ça, a créé une délégation interministérielle pour donner un avenir, et un établissement bancaire, l'Institut de développement de l'économie sociale. Les mouvements y ont cru à peine, la population politique, administrative et financière française rigolait franchement. On a fait de Rocard un ministre, il faut bien lui laisser passer ses foucades, mais grand Dieu, à quoi est-ce que tout ça peut servir? Quel est l'objet? Et maintenant, vous êtes le rassemblement des intervenants parmi les plus innovants et les plus actifs, sinon les plus puissants. J'ai beaucoup de plaisir à saluer ça, je vais d'ailleurs en dire un peu plus dans un instant. J'ai un autre préalable d'entrer dans le sujet. Je suis un social-démocrate, c'est bien connu, et donc dans le principe, quelqu'un qui a fait le choix de se battre pour les humbles contre les trop riches, contre les inégalités, la pauvreté, je n'aime pas ça, je la combats, et pourtant, je me suis toujours un peu méfié, je vous en fais l'aveu, de cette spécificité de l'attaque contre la pauvreté, décidée comme un malaise isolé ou presque, comme si elle n'était pas le produit normal du système. Et je ne sais pas, en fait, combattre la pauvreté sans combattre un système qui la produit, qui est une façon de s'organiser, qui est l'économie générale, avec ses procédures, qui chez nous s'appelle le capitalisme. Or, c'est ce système général qui est en crise. Du milieu qui s'est rassemblé ici à l'invitation de Convergence, sortent les initiatives les plus spectaculaires. Je veux saluer le microcrédit. Je veux saluer toutes les entreprises intermédiaires combattant contre le chômage, contre la pauvreté donc, et pour rendre recapables de travailler un certain nombre de personnes humaines menacées de grande pauvreté. Il y a d'innombrables exemples, en plus Alain Juppé vient d'en ajouter quelques-uns, c'est le milieu fertile.
Mais dans ces 8 minutes où je n'ai rien le temps de dire de très sérieux, je voudrais me contenter de souligner à votre attention un changement de perspective. Les mouvements d'économie sociale, et même les mouvements de microcrédit, sont nés, se sont développés, continuent à se développer, grandissent, comme des structures sinon marginales du moins de détail, collatérales, indifférentes au cœur du système. Or, le système, lui, il est toujours en crise. Alors, on ne sait pas très bien la dater, parce que ce mot de crise est insuffisant ou inexact, c'est en fait une polycrise. Nous avons une interférence complète entre au moins trois formes de crise qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres, qui ne sont pas causales l'une de l'autre, mais qui s'aggravent l'une de l'autre. La première est bancaire et financière. Son signe d'explosion plus nette a été en 2007 et 2008. Elle continue. Nous vivons une phase de stagnation dans tous les pays développés, avec entrée en récession en Europe. La Chine et le Brésil, dans la période, sont en réduction de leur rythme de croissance. Et derrière tout cela, il y a une espèce de rétention du crédit interbancaire, une espèce d'inquiétude devant le système qui est une crise particulière. On peut la dater de 5 ou 6 ans quant à l'explosion. Elle coïncide avec quelque chose d'autre qui n'est pas né de ce que je viens de dire, bien au contraire, qui est l'émergence ces 30 dernières années d'un fléau nouveau qu'on n'avait pas connu pendant la période dite des 30 Glorieuses, qui est la précarité au travail, qui est maintenant la pérennisation du chômage, qu'on n'arrive plus à faire baisser dans les pays à chômage relativement limité, Angleterre, États-Unis, où dans le chômage chômage un peu plus fort, Allemagne, France, pour des raisons structurelles chez eux, de toute façon il est installé, la précarité qui couvre des effectifs du double s'ajoute à ça, et en plus, la pauvreté dans la définition statistique du terme dans nos pays, c'est-à-dire l'existence d'adultes valides sans aucun revenu et exclus du marché du travail, même pas chômeur, n'est pas précaire. Sous cette définition-là, la pauvreté avait disparu de nos pays d'Europe continentale dans les années 60-70. La grande croissance nous en avait débarrassé et la protection sociale qu'elle comportait. Elle a réapparu. Et elle est maintenant entre 5 ou 6%, sinon bien davantage, de toutes nos populations. Au tout, ce sont 30% de personnes qui sont menacées. C'est une deuxième crise. Elle est naturellement aggravée par la crise bancaire. Elle ne lui doit rien, elle est née autrement. Et puis il y en a une troisième, qui est la rencontre avec la nature, qui est l'effet de serre, l'excès des pollutions, la menace pour nos santé de pollutions de divers ordres et partout. Ah, bon. Au milieu de tout cela, la cause centrale, c'est la propension à l'accumulation et à l'acquisition personnelle. La cause centrale, c'est la cupidité que le capitalisme permet massivement maintenant. Mon message, c'est que par rapport à cela, les attaques marginales, par des entreprises non lucratives, par du bénévolat, par du partenariat public-public, par cette marginalité par rapport au cœur du système. Ce n'est plus de la marginalité, c'est l'esquisse de la solution alternative. Nos règles du jeu s'effondrent. Il en faut de plus dignes, de plus démocratiques, de moins acquisitives, de moins poussantes à la fortune. L'économie sociale et solidaire, microcrédit compris, elle porte cela avec elle. Il faut que vous cessiez de vous penser comme des interveneurs correcteurs du système, sans au fond pouvoir y toucher beaucoup. Il faut que vous vous pensiez comme les annonciateurs de réformes et de réflexions sur l'ensemble du système. De nouveaux paradigmes nous sont nécessaires, convergence est le lieu de rassemblement de beaucoup de ceux qui les portent. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Voilà le message central, cessez d'être modeste, soyez ambitieux, soyez prophétiques et soyez doctrinaux. Voilà ce que porte le message. La victoire dans le combat pour les objectifs du millénaire, elle passe par un changement de nos paradigmes. Je ne sais pas si on sera dans les délais, mais en tout cas, vous en êtes un élément porteur au cœur intellectuel, et non pas à la marge. Merci de votre attention. Merci beaucoup Michel de ce message roboratif.
est très complémentaire de celui d'Alain Juppé. Je vais maintenant accueillir deux personnes extrêmement importantes. Alors pour moi personnellement, parce que ce sont deux de mes investisseurs, donc j'essaie de faire bonne figure devant eux. Et le fait que d'ailleurs qu'ils soient investisseurs chez nous témoigne à quel point ces deux institutions sont engagées dans cette construction du bien commun sur lequel je reviendrai tout à l'heure et de la lutte contre la pauvreté, au cœur du système, pour répondre aux propos de Michel Rocard. D'abord Jean-Louis Bancel, qui préside cette institution étrange dans le système financier qui est le Crédit Coopératif et qui est un partenaire historique de Convergence, un de ses porteurs. Jean-Louis est par ailleurs un ami. Jean-Louis. Messieurs les premiers ministres, monsieur le directeur général, monsieur le président de Convergence et cher Jean-Michel, tout d'abord je voulais vous dire que bien entendu c'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle édition de Convergence. Le Crédit Coopératif, en tant que fondateur depuis l'origine de ce forum, se réjouit de nous voir chaque année plus nombreux. Et bien sûr, c'est le fruit du travail des équipes qui font Convergence, mais c'est aussi très clairement que lorsque nous nous sommes lancés ensemble dans cette aventure, nous avions senti qu'il y avait un besoin, comme tu l'as dit, de rassembler et de faire partager par rapport à ces problèmes qu'évoquait à l'instant Michel Rocard. Aujourd'hui, donc, tu as donné les chiffres. Je pense que tous ces participants vont ressortir en ayant enrichi leur expérience et c'est un volet pour nous, Crédit Coopératif, très important. Alors, le Crédit Coopératif, très brièvement, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, c'est une banque de plein exercice, même si tu nous as qualifié d'un peu étrange dans le paysage, qui fêtera l'année prochaine ses 120 ans, qui a été créée à l'origine pour répondre aux besoins des SCOP, ce que l'on appelait historiquement les coopératives ouvrières de production et qu'on appelle aujourd'hui les coopératives et les structures coopératives et participatives, et qui a très rapidement étendu son champ à l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire, mais au-delà de l'économie sociale et solidaire, qui est très active dans tous les sujets de l'innovation autour de l'économie humaine, ce qui fait que nous avons dans nos clientèles aussi bien des PME, PMI, que bien entendu des associations, et je dirais quelques mots, du champ international. Donc voilà, très brièvement, nous sommes une banque, très simplement, qui se définit comme une banque qui se veut utile à tous ceux qui veulent faire bouger leur monde. Et c'est ça qui, moi, me semble important et qu'on retrouve bien sûr très clairement dans notre engagement dans Convergence, c'est que, bien entendu, je pense que l'idéal de tous, c'est, j'y reviendrai dans quelques instants, c'est de construire un monde meilleur. Mais nous pensons que la meilleure façon de parvenir à la construction d'un monde meilleur, c'est de faire en sorte que déjà chacun d'entre nous puisse refuser la fatalité en changeant son monde. Et comme je le dis parfois, si chacun d'entre nous fait bouger son monde, espérons que le monde globalement bougera. Et pour ceux d'entre vous qui sont peut-être des initiés, vous aurez retrouvé une esquisse dans la formule que j'ai utilisée du slogan qui a été retenu par l'ONU comme le slogan de l'année 2012, année internationale des coopératives. Le slogan retenu par l'ONU, c'est « Les coopératives, des entreprises pour un monde meilleur ». Et bien entendu, je voulais profiter de la circonstance de cette prise de parole en 2012 pour vous indiquer ce moment très important, très fort pour tous dans le mouvement coopératif de cette année internationale. Savez-vous, et je veux insister, que de par le monde, 1 milliard de personnes participent à la vie de structures coopératives. Nous allons donc, à la fin du mois d'octobre, début novembre, nous aurons un congrès mondial des coopératives à Manchester, capitale mondiale des coopératives, puisque c'est là qu'a été fondée une
des premières coopératives de consommation dans le monde, à Rochdale, à côté de Manchester. Donc nous aurons le Congrès mondial des coopératives pour clore l'année internationale des coopératives, mais également pour ouvrir une décennie de croissance coopérative. Et donc nous sommes en train, parce que je suis membre du conseil d'administration de cette alliance internationale, de rédiger ce document d'impulsion pour la décennie à venir. Et bien entendu, dans les sujets que nous avons mis dans le document, il y a cette question des objectifs des millénaires. Nous voulons être contributeurs dans ce travail auquel tu es associé sur la révision, enfin l'adaptation, je ne vais pas dire la révision, l'adaptation ou l'évolution des objectifs du millénaire. Quelques mots sur tout de même l'importance du millésime 2012 de Convergence 2015. Aujourd'hui, nous avons ouvert le sujet plus seulement à la thématique nord-sud ou aux problématiques vis-à-vis des pays en voie de développement ou des pays émergents, mais nous avons élargi le panel au sujet également de nos pays. Et d'ailleurs, Alain Juppé a bien montré que ça commence aussi, la solidarité, ça commence chez nous. Et donc, ça nous permet de dépasser la vieille fausse opposition entre, bien sûr, la Corrèze et le Zambèze. Et donc, sur ce point, il est important que vous ayez conscience que nous avons demandé, nous, Crédit Coopératif, et que les responsables de Convergence ont accepté, qu'il y a un certain nombre de forums sur la thématique coopérative, d'une façon générale, et de la microfinance, et en particulier dans nos pays. Parce que, là aussi, dans mes responsabilités, je sais que la France est un pays bien adapté à cette question. Et je terminerai en évoquant quelques outils, parce que c'est un point important. Le mouvement coopératif français a des outils pour aider à traiter un certain nombre de choses, devrait en avoir d'autres. 2-3 mots. Michel Rocard a fait allusion. Nous avons l'Institut de développement de l'économie sociale, qu'il a donc créé et que le Crédit Coopératif gère aujourd'hui. Mais nous avons, nous, Crédit Coopératif, créé des outils, ou nous sommes en train de créer des outils. Nous avons créé historiquement COPEST, qui est une structure pour aider dans les pays de l'autre côté de l'ex-rideau de fer. Nous sommes en train de créer un outil COPMED, mais nous investissons aussi dans des outils comme celui que gère Jean-Michel Severino. Il y a encore du travail à faire. Je citerai par exemple les propositions qui sont dans le rapport de Madame Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, qui a produit avec un collègue un rapport sur les coopératives et qui propose que nous développions des outils financiers. Il y a également, bien entendu, un projet que nous sommes en train de développer à l'échelon de l'Alliance coopérative internationale, un fonds global pour le développement des coopératives. Nous essayons de lever 50 millions de dollars à l'échelon mondial pour aider, bien sûr, au développement des coopératives. Et ce que je voudrais que l'on comprenne, c'est que notre métier, nous, Crédit Coopératif, nous, banquiers, c'est tout simplement d'accompagner, bien sûr, toutes ces initiatives. Michel Rocard le disait, nous sommes un lieu où il y a de l'innovation, où il y a de l'engagement, et je crois qu'ici, nous avons la parfaite illustration que nous vivons dans un seul monde, et ça a été bien rappelé par les thématiques qui ont été développées à l'instant, et que s'engager à faire bouger son monde, c'est aussi une manière de contribuer à construire un monde meilleur. Et donc, je vous souhaite à tous d'excellents travaux. Merci Jean-Louis. Oui, Convergence, c'est la Corrèze et le Zambèze, Kaboul et Vesoul, etc., etc. Non pas l'un contre l'autre. Dove, l'AFD est aussi un partenaire important, il y a un soutien important parmi ces 150 associations qui soutiennent le forum, un acteur important de la solidarité internationale, mais aussi nationale, on dit parfois dans les dom-toms, à toi. Merci Jean-Michel, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Louis, chers amis. L'Agence française de développement est particulièrement heureuse d'être un partenaire privilégié de cette manifestation qui, pendant 3 jours, va permettre de débattre sur les questions relatives à la lutte contre la pauvreté. En 2011, l'Agence a représenté le tiers, exactement 31%, de l'aide publique française au développement et les 2 tiers de l'aide bilatérale.
Elle intervient dans tous les secteurs socio-économiques, sauf les secteurs de la gouvernance, de la culture et de l'enseignement supérieur. Et elle intervient également dans pratiquement aujourd'hui tous les pays dits en développement, suivis par le comité d'aide au développement, à l'exception de quelques pays asiatiques et latino-américains. Comme vous pouvez l'imaginer, comme vous le savez, les enjeux de développement ne sont pas les mêmes en Afrique subsaharienne, au Maghreb ou dans d'autres pays du monde. Et pour essayer de comprendre notre intervention, notre activité, il y a un concept de base qui est le repère essentiel. C'est le concept de partenariat géographique différencié. Nous ne faisons pas la même chose dans un certain nombre d'ensembles géographiques et nous ne le faisons pas de la même façon. Pour vous donner 3 exemples concrets de nos partenariats géographiques différenciés, la priorité des priorités, l'Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, le principal défi du continent est la croissance démographique. 850 millions d'habitants aujourd'hui, 1,8 milliard en 2050. Et lorsque la population totale va doubler, la population urbaine va tripler. Et face à cela, il faut nourrir ces populations. Et donc, l'objectif prioritaire est l'agriculture, avec aussi un accent porté sur les infrastructures, puisqu'il faut savoir que le manque ou les insuffisances d'infrastructures en Afrique occasionnent une perte de 2 points de croissance pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Donc il faut nous renforcer dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, notamment renouvelable, des transports, en particulier les chemins de fer. Enfin, il est indispensable pour essayer de contenir cette pression démographique, d'intervenir notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, comme il est difficile dans ces pays de mener des politiques de réduction de la natalité, de contrôle de la natalité, pour des raisons que vous imaginez aisément, et donc il faut essayer de développer l'éducation et la santé, plus particulièrement des femmes, parce que nous le savons aujourd'hui, les démographes l'ont prouvé, que c'est par l'éducation, l'élévation du niveau éducatif des femmes que l'on atteint la transition démographique. Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, nous sommes concentrés. Alors, bien entendu, nous sommes sur l'ensemble des continents, mais si nous faisons 40% de nos autorisations d'engagement en Afrique subsaharienne, en revanche, 77% des moyens qui nous sont délégués par le gouvernement, que ce soit en dons ou en subventions, sont concentrés en Afrique subsaharienne. La deuxième priorité de l'agence, c'est le bassin méditerranéen qui est confronté depuis 1 an et demi à des mouvements importants et qui probablement vont encore quelques temps, quelques durées avant de se stabiliser. Cela nous a conduit à réviser totalement notre stratégie d'intervention dans ces pays. Ces mouvements ont particulièrement mis en évidence les inégalités sociales et les inégalités territoriales, notamment dans un pays comme la Tunisie, les inégalités territoriales entre un ouest très développé et un est laissé à l'abandon a été un des ferments de cette révolution que connaît le pays. Il nous faut aider à créer plus d'emplois, plus de formations professionnelles, et c'est le but notamment de notre appui au plan d'aide aux réformes du gouvernement tunisien. Cela appelle de notre part aussi un certain nombre d'innovations en matière d'inégalité territoriale et notamment de développement urbain, d'accompagnement de certaines rénovations urbaines. Troisième priorité, l'Asie et l'Amérique latine, où nos interventions sont uniquement consacrées à des opérations de développement durable, des opérations de lutte contre le changement climatique. Et je voudrais saluer des initiatives lancées par mon prédécesseur en son temps, Jean-Michel, et notamment avec les plans climat que nous avons développés en Indonésie et après au Mexique, au Vietnam et maintenant aux Philippines. Ce que je voudrais aussi mentionner, ce qui est aussi très important, c'est que nous faisons et nous sommes probablement la seule agence de développement. Même la Banque mondiale ne peut pas juridiquement le faire. Nous sommes les seuls à pouvoir faire des prêts directs aux collectivités locales et cela aussi est important en termes d'inclusion économique, d'inclusion sociale, puisque c'est un des points qu'il était prévu d'aborder. Nous, développeurs, nous sommes confrontés pas simplement aux 3 crises qu'a admirablement et brillamment mentionné le Premier ministre Michel Rocard, mais nous sommes confrontés à 3 courses-poursuites. Première course-poursuite, c'est contre Malthus, la démographie.
Deuxième course-poursuite, aujourd'hui encore plus importante que la course contre la croissance démographique, c'est la course contre la croissance urbaine. Je vous rappelle, en Afrique subsaharienne, dans les 40 ans, la population totale va doubler, la population urbaine va tripler. Troisième course-poursuite, la course contre l'accaparement, la prédation d'un certain nombre de ressources non renouvelables. Et cela aussi est un élément important. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport aux 3 partenariats géographiques différenciés que je vous indiquais, notre marqueur identitaire aujourd'hui, c'est le développement durable. Nous sommes totalement engagés dans nos projets et c'est notre marque de fabrique et nous sommes reconnus comme tels dans la communauté des bailleurs internationaux. Les projets que nous accompagnons jour le jour partout dans le monde sont une source inépuisable d'exemples de ce que nous pouvons faire. Financement de 140 000 biodigestères en Chine, mais également des projets urbains comme celui du métro de Medellín, qui est un exemple exceptionnel de transformation radicale d'une ville par un moyen de transport. Et recréation aussi de liens sociaux entre des quartiers qui étaient totalement laissés de côté. Medellín est un exemple à suivre. Je conclus. Bien évidemment, ces combats ne se mènent pas seuls. Pour favoriser au maximum le développement inclusif, nous avons besoin des associations, des ONG et des collectivités locales. Bien entendu, nous sommes obligés, nous ne pouvons pas ne pas travailler avec les États, les administrations centrales, les entreprises publiques. Mais, je le dis, je le répète, nous sommes régulièrement confrontés à des problèmes de gouvernance et de transparence. Et donc, travailler avec les associations, les ONG, les collectivités locales impliquées dans des opérations de coopération décentralisée est essentiel pour nous. Parce que là se trouve le ferment de la démocratie, de la liberté, le ferment de création et de renforcement des sociétés civiles, élément constitutif du véritable développement durable. Merci. Merci Dov et merci du soutien que l'AFD ne cesse d'apporter de manière croissante à notre forum. J'aurais un mot particulier pour Frédéric Roussel, qui va maintenant prendre la parole. Frédéric est l'inventeur de ce forum. Acted continue à soutenir, à être le creuset, le porteur de la préparation de ce forum. Donc c'est à la fois à une personne très particulière pour notre entreprise aujourd'hui, à une institution très particulière que j'ai eu le plaisir de céder la parole et à laquelle je voudrais adresser des remerciements à la fois humbles et enthousiastes pour, encore une fois, la richesse et la fécondité de l'idée qui a été à la source de notre rassemblement aujourd'hui, l'énergie qui a été mise dans son développement, la générosité et l'ouverture dont Frédéric et ses collègues ont fait preuve dans la conduite de cette belle entreprise qui nous rassemble aujourd'hui. À toi, Frédéric. Bon, c'est une présentation un peu intimidante, je vais essayer de faire de la hauteur. Donc, Convergence 2015 et le Forum Convergence 2015. Je vois que Michel Rocard reste encore une personnalité inspirante pour nous tous, parce qu'à vrai dire, il a dit à peu près ce que j'allais dire, donc je vais essayer de le dire de façon moins brillante, mais effectivement, d'abord, l'idée qui nous a porté en créant Convergence 2015, c'est de se rendre compte qu'on avait 3 crises qui étaient en train de doucement et clairement collider ensemble. La première, c'est le maintien de la pauvreté au Sud, qui reste un scandale un scandale évident dont on ne va pas parler. Mais les objectifs du millénaire ont déjà, sur 15 ans, réussi à la réduire, mais on se rend bien compte que c'est absolument invraisemblable qu'au jour où on parle, dans une seule terre, qui est vraiment notre seul bien commun, on ait encore 20% de la population qui vivent dans une misère effroyable. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que cette réduction de la pauvreté, qui, quelque part, sous-entend une croissance économique, se heurte à un deuxième problème, qui est de façon croissante la rareté des ressources. L'écologie, il y a 20 ans, c'était les bébés phoques. Maintenant, l'écologie, c'est nous. Est-ce qu'on va survivre à notre propre développement? Est-ce que les effets de serre? Est-ce que tout ça, etc. Et c'est une deuxième crise qui collie la première, parce que quelque part, elle est presque contradictoire avec la première.
Et la troisième qui nous touche de plus près, c'est à la suite de 20 ans de mondialisation, le fait que les économies du Nord n'ont plus l'excédent de compétitivité qui leur permet de protéger leur système de protection sociale. Et on se retrouve avec potentiellement, dans les 5 à 10 ans qui viennent, avec le désendettement et la décroissance, avec une part très significative de la population occidentale qui risque de replonger dans des choses qu'on n'avait pas vues depuis l'invention de l'État-providence. Donc ces 3 crises ensemble, qui sont doucement en train d'émerger en une seule, font qu'évidemment on se dit qu'il faut trouver d'autres solutions. Et notre idée était de dire, probablement, il y a dans les convergences entre économie, sociale, acteurs d'environnement, un terreau qui est probablement l'ébauche d'un nouveau système. Ça prendra quelques années, etc., mais ça semble probablement inévitable. Et Convergence, c'était ça le terreau initial. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que je suis très content que nous soyons aussi nombreux aujourd'hui pour l'ouverture du forum. Quand Acted, il y a 5 ans, a lancé la première initiative, on était 150 personnes et on se demandait bien comment est-ce qu'on allait à terme arriver à convaincre le public de l'efficacité et de l'utilité de cette initiative. Pour la 5e édition, vous êtes 3500 personnes inscrites, 5000 avec tous les événements, et donc on espère qu'on a progressivement, effectivement, convaincu de l'utilité d'une telle initiative. Et donc merci à tous d'être là. Je dois d'ailleurs aussi remercier tous ceux qui progressivement ont rejoint Acted sur une base égalitaire pour contribuer à ce mouvement. Nous sommes aujourd'hui plus de 150 organisations qui ont accepté d'une façon ou d'une autre de rejoindre Convergence, ou dans la gouvernance, pour la porter, ou comme partenaire ou comme associé. Et nous avons plus de 200 experts, beaucoup sont dans la salle, qui au jour le jour accompagnent le développement de Convergence, nous aident à faire passer, par le biais de différents documents, les idées que nous portons, et contribuent largement à l'organisation de ce forum. Donc, à tous nos partenaires, à toutes les organisations venues de tous les secteurs qui ont accepté de rejoindre cette dynamique un peu singulière de Convergence, à tous ceux experts qui nous aident au jour le jour, je dis aussi merci, c'est grâce à eux qu'on est tous rassemblés. Alors, ce forum, il a évolué assez rapidement déjà dans cette très courte vie, puisqu'on en est à la 5e édition, à la 4e année, donc c'est quand même un espace raccourci, mais il faut dire que ces 4 années n'ont pas été totalement neutres. 2008-2012, vous le savez, il y a eu des changements très, très majeurs, donc Convergence a été créée sur la logique de la microfinance, qui nous semblait personnifier de façon, cristalliser de façon forte cette idée que économique, social, développement, tout ça devait converger. Et puis progressivement, on l'a étendu en fonction des demandes de la salle, j'allais dire. Et donc, d'année en année, on a étendu le débat. Et maintenant, de façon relativement ambitieuse, comme nous le conseillait Michel Rocard, on s'est dit que dans le fond, on allait s'intéresser à toutes les démarches innovantes qui traiteraient de la pauvreté et de la précarité dans le monde. C'est l'idée que, à vrai dire, et malheureusement, Vesoul-Kaboul, ça devient de plus en plus la même chose sur le moyen terme. Et donc, voir comment, dans ce monde qui n'est qu'un monde, on arriverait à faire converger toutes ces initiatives innovantes. Alors, comment le faire? Je reprends encore Michel Rocard, il faut être ambitieux, méthodique. Alors, idéologique, c'est à discuter. En tout cas, ambitieux. On a commencé à 10, et dès le départ, on s'est dit qu'on soit 10, 100 ou 10 000, il est absolument important que nos discussions ne soient pas simplement une forme d'experts sur des solutions techniques sympathiques qui permettent de faire avancer le public un peu plus vite. Dès le départ, on s'est dit, quel que soit l'appel qu'on réussit à susciter, on se placera dans une logique de co-construction du bien commun. C'est un terme un peu ambitieux, mais c'est de dire que nous sommes conscients de ces crises, nous sommes conscients qu'il n'y a qu'une planète, que les ressources sont limitées, qu'il y a beaucoup de problèmes, et que donc les agendas mondiaux qui sont portés par les Nations Unies et les États, les objectifs du millénaire, Rio + 20, sont en fait nos objectifs. Et que donc nous estimions qu'à notre place, nous avions le droit, et je dirais même le devoir, de ne pas laisser les bureaucraties internationales que nous respectons, parce qu'elles ont un rôle important. On a ici des représentants
ex et président de l'AFD, donc on sait bien que c'est important, mais il me semble important qu'on se dise dès le départ qu'on contribuerait à ce débat stratégique et qu'on se placerait sous l'égide de cette vision globale, d'où le nom du terme Forum Convergence 2015. On se voulait... Par ailleurs, si on se met dans cette vision de co-construction du bien commun, on ne voulait pas renouveler les discours sur le positif pour le positif ou faire de l'économie un peu générale, un peu facile. On s'est dit, ce qui est important, et là où nous pouvons avoir une valeur ajoutée, c'est de faire converger les initiatives existantes, les initiatives de terrain, qu'elles viennent des territoires, on en a parlé, aussi bien au nord qu'au sud, qu'elles viennent des entreprises, qu'elles viennent des associations et qu'elles viennent des individus. Donc, ambitieux au niveau de la perspective, le bien commun de notre planète, et modeste au niveau de ce qu'on voulait faire. Il s'agissait de pouvoir faire se rencontrer toutes les initiatives existantes qui, d'une façon ou d'une autre, nous paraissaient innovantes et contribuer à un objectif commun, les faire se rencontrer et éventuellement, au bout de quelques années, faire émerger quelques idées forces. Et ça, c'est le troisième point. Donc ce forum, pour l'instant, avait vraiment cet objectif, ambitieux sur le fond et très modeste sur la forme. Nous n'avons aucune idéologie, à part que nous considérons que les croquis qui arrivent deviennent tellement graves qu'on ne peut plus faire comme si c'était business as usual. C'est peut-être une idéologie en tant que telle, d'ailleurs. Et du coup, ce qu'on a évidemment d'abord promu, c'est ce forum. L'idée que les gens se rencontreraient et pourraient échanger entre des secteurs différents. Et il nous semblait important, comme c'était mentionné par Alain Juppé, de décloisonner et de pouvoir arriver à casser les barrières entre le développement, l'économique, le social, le nord, le sud. À la fin, c'est une problématique et c'est un monde. Et je crois qu'on y est un peu arrivé. En tout cas, vous êtes tous là de milieux très différents pour parler entre vous, de voir au fond qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui ne vous rapproche pas et comment vous êtes plus efficace. À partir de ce forum, progressivement, et à la demande, d'ailleurs à la demande des gens qui y participaient, on a un peu évolué sur l'idée de, alors j'hésite à prononcer le mot, mais d'un think tank, je ne connais pas la traduction française, mais l'idée qu'on pourrait rassembler les initiatives existantes, produire des documents, produire de l'analyse qui permettrait progressivement de dépasser, de faire converger effectivement à notre niveau les initiatives existantes. Je dirais en deux mots que le forum, c'est vous, et vos innovations, c'est nous. Donc c'est un peu ça. Vous êtes le forum, et vos innovations, on va essayer de les porter auprès de tous ceux qui sont en état de recevoir ce discours. Donc l'idée, c'était, au-delà du forum, de réfléchir à une activité de think tank qui nous permettrait de faire passer aux décideurs publics essentiellement, mais aussi aux décideurs économiques et sociaux, ce qui nous semblait être les innovations les plus pertinentes que beaucoup d'entre vous portent, ou souhaitent porter, ou essaient de mettre en place. Et du coup, l'année dernière, au-delà de cette activité think tank, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous dans certains secteurs souhaitaient pouvoir synthétiser tout ce qui avait été fait dans des appels qui auraient une vocation globale. Le premier a été réalisé dans le cadre de Convergence, mais pas par nous, hein, par les acteurs de la microfinance française qui, face aux difficultés du modèle, qui avait probablement quelques dérives, souhaitaient cadrer une vision plus sociale et plus respectueuse de la microfinance. Et ça a été l'appel de Paris lancé l'année dernière à Convergence, qui entre-temps a été rejoint par quelques centaines d'organisations et quelques milliers de signataires, et qui depuis quelques mois a été une base de discussion avec les plus grandes organisations de microfinance du monde, qui ont accepté de rejoindre cet appel, bon, en l'appelant un appel global. Paris était peut-être, etc., peut-être un peu trop régional. Donc cet appel de Paris, et je crois que c'est un très grand succès, va devenir, pendant ce Convergence, un appel global pour la microfinance, signé par les plus grandes organisations de microfinance du monde. L'appel sera lancé conjointement à Washington et à Paris demain, et qui doit proposer, pour les 2 ans qui viennent, un certain nombre de principes relativement contraignants qui assureraient que la plus grande partie du secteur de la microfinance adhère progressivement à cette vision plus sociale et plus responsable, et donc reviennent à une vision plus inclusive de la microfinance et reviennent un peu aux dynamiques de base de ce qui a été prévu pour la microfinance. Cette session, on va être peut-être plus ambitieux. On se dit que, en discutant avec tous ceux qui au jour le jour nous accompagnent, l'idée a émergé qu'on pourrait peut-être essayer de contribuer à la redéfinition des objectifs du millénaire. Comme vous le savez, les objectifs du millénaire définis en 2000 allaient jusqu'en 2015.
ces objectifs millénaires, c'est pas rien. C'était la première fois que le monde se dotait d'un agenda global et contraignant qui permettait pratiquement d'améliorer certains des indicateurs principaux dans les situations de pauvreté des gens. Cet objectif du millénaire, qui était donc l'ombrella de convergence des départs, il va être redéfini dans les 2 ans qui viennent et il va, pour les 15 ans à venir, porter l'agenda global. Cet objectif du millénaire renouvelé, il sera aussi bien sur la pauvreté que sur l'environnement, parce qu'on a bien compris les liens, malheureusement, et il touchera le Nord, parce que, comme je le disais, Vesoul, Kaboul, ça devient progressivement, malheureusement, quelque chose qui converge aussi. Et du coup, nous avons rédigé une première contribution pour cet appel, qui est quelque part au tableau, non, je ne sais pas. Alors, cette contribution pour cet appel de Paris, pour que tous ensemble on puisse apporter une contribution au débat global sur le sujet du millénaire. On va le partager avec vous pendant ce forum et on va vous demander de nous donner votre avis. On fera une consultation avec vous pour les 3500 participants, mais au niveau aussi global sur Internet pour les 30 ou 40 000 personnes qui ont manifesté l'intérêt pour Convergence. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir porter en fin de session une sorte d'appel de convergence sur quels objectifs du millénaire, quelle méthode. Donc, je vous engage, je tente une dernière fois, non, ça n'est pas là. Donc je vous engage à discuter durant les jours qui viennent, sur Internet, sur les sites qu'on vous passera dans la journée. Voilà, c'est ça. Bien. Donc vous pouvez, et s'il vous plaît, faites-le, donnez-nous votre avis. Vous avez 3 jours, on viendra vous embêter, etc. Vous avez un texte qui a déjà été formulé par Jean-Michel et les experts de Convergence. Votre avis est important. On aimera le plus possible, en avoir le plus possible, et pouvoir les intégrer dans un appel de Paris pour la microfinance responsable, pour les objectifs du millénaire révisés. On aimerait lancer en clôture de cette session. Donc voilà, un peu long, le pourquoi du comment, et merci beaucoup encore une fois d'être ici aujourd'hui. Bon forum, ce forum est le vôtre, et vos innovations sont les nôtres. Merci. Merci Frédéric, merci pour l'œuvre accomplie, merci pour le dynamisme et les nouvelles initiatives. Cette session introductive touche à sa fin et avant de céder la place au premier grand débat de notre session, je voudrais vous rapporter une conversation que nous avons eue récemment au sein du conseil d'administration de Convergence. Alors, le conseil d'administration de Convergence, ce n'est pas un lieu très mystérieux, c'est un lieu qui rassemble justement toute la diversité des acteurs de Convergence, secteur privé, économie sociale, universitaire, acteurs de développement, etc. Et en fait, nous parlons beaucoup de sujets ancillaires toute l'année parce qu'on prépare le forum et c'est beaucoup de questions pratiques, concrètes, matérielles que vous pouvez imaginer. Mais il nous arrive de temps en temps de nous échapper et là, la discussion a porté au fond sur ce qui nous rapprochait, oui, des objectifs du millénaire, oui, la convergence, mais y a-t-il quelque chose, une valeur qui nous rassemble ? Et curieusement, ce qui a émergé, et des termes auxquels d'ailleurs Frédéric a fait allusion, puisqu'il était par cette discussion, c'est dire au fond, nous vivons une globalisation qui est un choc des égoïsmes. Elle a eu des aspects positifs, elle a certainement sorti un nombre considérable de personnes de la pauvreté, mais elle a aussi déséquilibré profondément la planète. Michel Rocard, je crois, a brillamment résumé ce qui nous arrive. Elle a produit des grands déséquilibres. Mais le choc des égoïsmes est certainement ce qui caractérise le mieux, finalement, cette mondialisation anarchique, chaotique, même si elle est aussi créative. Et face à cela, finalement, s'il y a quelque chose qui rassemble les acteurs de Convergence, c'est l'idée qu'il y a un bien commun. Il y a un bien commun qui s'impose au-delà de ces chocs des égoïsmes. Si on se réfère à notre culture française, je dirais il y a un intérêt général. Il existe, il est toujours là. On ne le voit plus beaucoup, il ne s'exprime pas vraiment. Pourtant, il est nécessaire pour reprendre en main notre monde et en faire un espace meilleur. Mais cet intérêt général, ou ce bien commun, si on parle plutôt anglo-saxon, il ne peut plus être
l'expression d'un État, puisque notre intérêt général, il est le produit d'États-nations, de systèmes monarchiques, autoritaires, qui ont petit à petit légué cette vision de quelque chose qui dépasse l'ensemble des citoyens. Sur la scène de la globalisation, ce n'est pas cela qui existe, il n'y a pas d'État qui préexiste à la globalisation, il n'y a pas d'intérêt général qui peut nous être en quelque sorte légué d'une certaine manière, à la fois par la combinaison de systèmes publics, d'idées, d'entités supranationales. Donc l'intérêt général, le bien commun, il ne peut résulter que d'une co-construction, que la fabrication par de très nombreux acteurs venant de tous horizons, et c'est cette construction par le bas qui le différencie, cet intérêt général, de celui que nous avons connu dans les siècles passés et qui a structuré l'espace public de nos États-nations. Donc s'il y a une invitation qu'en tant que conseil d'administration nous avons envie de vous adresser au cours de ces 3 jours, c'est de profiter de ce moment privilégié de dialogue, d'écoute, de parole, pour participer à la construction de cet intérêt général, de cet espace de bien commun qui est nécessaire pour survivre à la globalisation et tourner ces forces puissantes qui l'animent dans quelque chose de positif et de meilleur. C'est sur ces mots que nous concluons cette session, et compte tenu de notre retard, j'invite les membres du panel suivant, qui vont être modérés par Caroline de Camaret, et qui vont porter sur la conciliation entre le développement économique et les gestions durables des ressources naturelles, à se précipiter sur l'estrade que nous allons nous-mêmes évacuer à toutes très rapidement. Merci à tous, bonne session, bon forum.